Le projet Réminiscence, c'est d'abord un lieu où on va se remémorer des choses du passé. L'idée d'origine, c'était de faire une salle des souvenirs. On voulait entrer comme dans une bulle, être intemporel, puis aller dans un lieu où on serait plus en 2012, mais on serait en 1940. Alors aujourd'hui, on va faire une activité dans notre magasin général, notre beau décor, hein? On a passé à l'idée du magasin général pour aller chercher les souvenirs confus que une personne peut avoir puis qu'elle a souvent oubliés. Parce que quand on est malade, souvent, on n'est plus qu'une maladie. On n'est plus qu'une personne âgée en perte d'autonomie. On n'est plus rien. Donc, on était qui? On a fait quoi dans notre passé? On est né où? C'est ça, tout ça qu'on va rechercher avec un lieu comme ici. Le projet Réminiscence, en fait, il ne s'appelait pas comme ça au tout début. On l'appelait un projet de culture santé. Donc, c'était le souhait du Musée de la civilisation d'aller à la rencontre des publics qui ne sont pas en mesure de se déplacer au Musée de la civilisation, notamment. Et le souhait un peu plus particulier de se rapprocher du milieu de la santé, tout comme au Québec, depuis peut-être les 20-25 dernières années, le milieu de la culture s'est rapproché du milieu de l'éducation. Alors, la première clientèle qu'on a identifiée, c'est les gens, les personnes âgées, qui sont en perte d'autonomie, puisque, étant en perte d'autonomie, ils n'ont pas la facilité à se déplacer au musée. La médiation culturelle, c'est quoi? Il y a beaucoup de gens qui se sont posés cette question dans un contexte européen. Tout de suite, on est dans une interface avec les musées qui cherchaient à développer de nouveaux publics. Donc, ils se sont dit, voilà un champ qui pourrait se mettre en place, celui de la médiation, doit être entre l'artiste, donc ou le musée, et le public. La médiation culturelle se réfère à un ensemble de formes d'accompagnement des publics et des populations dans leur rencontre avec des œuvres d'art ou des processus de création qui s'incarnent dans des dynamiques de transmission de la culture ou d'appropriation de la culture, selon qu'on a affaire effectivement à des publics déjà constitués, aguerris, auquel cas on axera notre travail sur la transmission culturelle, ou avec des publics ou des populations qui ne sont pas encore véritablement inscrits dans une pratique culturelle intensive. C'est pour ça qu'on évoque l'idée de population, et qui fera ses premiers pas par une appropriation de la culture qui se mutera, si on veut, au fil des pratiques, au fil des mois, en une participation réelle à la culture. Alors, le Musée de la civilisation, c'est assez étonnant, mais dès son ouverture, il y a 25 ans, on savait qu'il y aurait une place pour la médiation, qui, comme telle, ne s'appelait pas médiation. On était le premier musée au Québec et au Canada à avoir un service distinct. Ce parce que pour s'assurer qu'il y aurait une équipe qui se concentrerait sur l'aspect d'action culturelle, qu'il y aurait des budgets qui y seraient consacrés et que personne ne pourrait les phagocyter. On a donc fait un service de l'animation culturelle dont j'ai pris la responsabilité, moi, peut-être 1 an et demi après l'ouverture du musée, et que j'ai transformé en action culturelle parce que déjà, on avait l'intention avec l'équipe de déborder des moyens traditionnels qui étaient la conférence, le cinéma, les colloques, les séminaires, tout ça existe encore. Mais il y a vraiment beaucoup d'autres outils qui ont été développés pour faire de la médiation culturelle et éducative. Il y a quelque chose qui a toujours existé, qui est le service d'éducation dans les musées. Et le Musée des Beaux-Arts de Montréal, lorsqu'on a rencontré certains responsables, nous disait qu'ils font de la médiation culturelle depuis 1860, parce qu'ils avaient effectivement ce souci d'une intervention auprès des visiteurs. Ce qui change avec la médiation culturelle, c'est qu'on va maintenir ce souci d'éducation, d'accompagnement à l'intérieur de l'institution, mais on va aller plus loin. On va effectivement faire en sorte que l'institution soit présente à l'extérieur, ce qui n'avait à peu près jamais été le cas auparavant. Il n'y a pas qu'un public de musée, il y a vraiment beaucoup de publics. Il y a ceux que j'appelle les amateurs avertis. Quand on fait une exposition, on sait que, bon, les férus d'histoire seront là, ils veulent en savoir plus. Il y a des tout-petits qui viennent en milieu scolaire, il y a des gens de secondaire, il y a des gens qui aussi ont peur de franchir l'espace du musée parce qu'ils disent « c'est pas pour nous, c'est trop savant ».
Il faut donc trouver des moyens d'aller les rejoindre, parce que ce musée-là, d'abord, c'est une société d'État, c'est un musée d'État, ça appartient à tous les Québécois. Il faut qu'on soit capable de les rejoindre où qu'ils soient. Et c'est comme ça aussi qu'on a développé des produits pour des plus petits publics. Alors ici, on est dans le magasin général La Belle Époque, le magasin général du Centre d'hébergement Loretteville, qui a été notre premier prototype pour le projet Réminiscence. On s'est dit, on va travailler avec une artiste qui a déjà ses lettres de noblesse comme muraliste. Donc, on a travaillé avec Mélanie Gué pour recréer un trompe-l'œil d'un magasin général. Chaque objet étant présenté dans le magasin général a fait l'objet soit d'un échange d'idées avec les résidents, de l'apport des professionnels du Musée de la civilisation, des idées d'un peu tout le monde. Juste la présence de l'artiste dans nos murs, ça a déjà été un événement en soi qui a attiré beaucoup les résidents. Les résidents venaient voir comment on allait peindre ça, puis comment ça se faisait, faire du réalisme là, sur un mur, là, comment que l'artiste pouvait travailler. Puis l'artiste était ici en résidence presque 2 mois pour faire sa murale. Donc, ça a été des belles relations qu'elle a établies avec nos résidents qui venaient voir comment les travaux avançaient. Puis, on peut-tu ajouter ça? Puis, ils mettaient leurs mots. Puis, fait que dans le fond, notre magasin général, il reflète beaucoup les commentaires de nos résidents. Si on a un musée qui ne s'occupe que de la culture avec un grand C, si on a un orchestre symphonique qui ne fait que de la musique avec un grand M, eh bien, on ne voit pas le travail qui se fait, par exemple, de rapprochement. M. Nagano le fait, par exemple, pour se rapprocher du public, amener la musique symphonique auprès de personnes qui sont dans des quartiers défavorisés, auprès de populations qui aimeraient entendre, aimeraient connaître ce genre musical-là, mais qui, par leur milieu, n'y ont pas accès. Donc, la question de l'accessibilité est centrale. On va s'assurer que les visiteurs, après les moments de visite, puissent avoir un lieu de rencontre, de discussion, de retour sur leur expérience, et de telle manière, donc, à ce qu'on puisse s'assurer que l'offre était au rendez-vous. Parce qu'auparavant, la logique était telle qu'on se disait « l'offre, elle est bonne, il faut maintenant que les publics soient à la hauteur ». Là, maintenant, on a une rencontre entre les deux. C'est-à-dire, l'offre est déterminée de telle manière qu'elle puisse aller à la rencontre des goûts et des aspirations des publics. C'est les chargés de projet du musée qui nous ont placé 2 beaux présentoirs. On a commencé avec une collection des objets du musée. On a fait 2 expositions de mémoire. Là. Puis après, bien, c'est sûr que c'est devenu un peu compliqué parce qu'on voulait devenir autonome aussi dans nos présentations. Fait qu'on a fait appel aux familles, aux résidents qui sont lucides pour nous laisser leurs choses en présentation pour quelques mois. On a commencé par des choses qu'on redonnait. Puis là, bien, on est rendu avec des choses qu'ils nous donnent. Puis on fait des rotations. Aux 2 mois à peu près, on fait des rotations. On s'est dit, on va ensuite l'accompagner d'un programme d'animation qui va faire en sorte que les intervenants et intervenantes qui travaillent dans les centres d'hébergement vont pouvoir pousser le projet un peu plus loin et être autonomes pour exploiter le magasin général sur une plus longue durée que simplement le fait d'ouvrir les portes du magasin général puis faire de l'échange spontané. Alors, cette deuxième phase-là a permis de développer un programme d'activité qui est vraiment convivial et facile d'utilisation. Ouais. Ça, c'est quoi, ça? Le damier, non? Damier. Un damier, vous Les appelez ça? défis, quand on veut faire de la médiation culturelle, je dirais le premier, c'est de respecter qui on est. De ne pas se prendre... Le musée n'est pas un travailleur social, c'est pas un travailleur de la santé. Le musée est un acteur culturel. Alors, on s'en tient à notre mandat, mais notre défi, c'est d'aller chercher les bonnes personnes pour nous aider à explorer d'autres territoires. Il faisait toutes sortes d'affaires. Ils sont aidés dans une feuille de chou. L'autre défi, qui, je l'admets, pour tout milieu culturel, tout milieu de la création, c'est de se renouveler. Et donc, il y a une recherche un petit peu angoissante pour les médiateurs parce qu'il faut se renouveler, parce qu'on est dans une société qui s'habitue très, très vite et qui a envie de passer à autre chose. Alors, les personnes qui fréquentent les musées ne sont pas différentes, elles sont très, très exigeantes. Et le défi aussi, c'est de savoir allier les besoins des différents publics, mais aussi ce qu'on peut ajouter, ce qu'on peut
ce qu'on peut apporter de plus, parce qu'on ne demande pas ce qu'on ne connaît pas. Alors, oui, on veut répondre aux besoins, mais on veut aussi offrir d'autres gammes d'émotions, d'autres gammes de savoir. On se lève? 1, 2, 3, go! Le premier défi pour le Musée de la civilisation, ça a été de bien comprendre à qui ce projet-là s'adressait et quelles étaient les particularités de ces gens-là. Donc, nous, on apporte la connaissance de la médiation culturelle et eux apportent la connaissance des clientèles et du fonctionnement du milieu de la santé, mais en particulier la réalité des personnes âgées en perte d'autonomie qui vivent dans les centres d'hébergement public. Donc, dans nos approches, nos façons de faire, les activités qu'on proposait, il fallait s'assurer d'une extrême accessibilité des contenus. Non, c'est ça, c'est la théière. Moi, j'ai travaillé au contenu des activités et toutes ces activités-là ont été testées ici avec des résidents. Donc, il y a eu des réajustements parce que des fois, les questions étaient trop difficiles, le lettrage n'était pas assez gros, le contraste des lettrages, etc. Fait qu'on a tout le temps bonifié nos activités. À mesure que les résidents nous disaient des choses, on les changeait. Il s'est même posé la question à un moment donné, jusqu'à quel point irons-nous à simplifier les contenus sans perdre le sens pour le Musée de la civilisation de faire les choses pour cette clientèle-là. Et il y a eu des discussions, voire des débats à l'interne qui ont été fort enrichissants à ce sujet-là. Et on s'est dit non, c'est pas parce qu'on simplifie à l'extrême les contenus qu'on en perd le sens. Parce qu'on touche les personnes, on les touche au plus profond et on stimule finalement un éveil, des réactions, des communications, des échanges entre les personnes à partir d'une expérience culturelle. Et ça, l'expérience culturelle, c'est notre mandat à nous de les proposer, de les susciter. Il y a toujours une part d'inconnu sur l'effet que l'on produit quand on est en médiation. On pense qu'on a développé des publics pour différents types d'activités, mais l'impact réel sur d'autres disciplines, c'est difficile à mesurer. Mais on sent qu'il y a un accroissement, on a des gens qui sont plus fidèles. Il y a certaines évaluations qu'avec le projet Réminiscence, on a une évaluation formelle et il y a un impact réel. Martin? Oui, Martin. Martin, on va peut-être le voir, hein? D'un coup qu'on le voit. En tant qu'animatrice, c'est sûr que ça nous apporte la connaissance de nos résidents parce qu'on n'a pas juste un dossier où il y a des maladies. On a l'histoire des personnes avec ça, on a leur caractère qui apparaît, les événements marquants de leur vie qui nous racontent. On a aussi une relation différente parce que là, on atteint quelque chose de profond, ce qu'on souvent on n'atteint pas dans des activités plutôt générales. Là. En fait, on avait un monsieur aphasique, puis il s'est mis à sortir des mots, puis on n'avait presque pas entendu parler jamais, là. Écoutez, ça, c'est vraiment extraordinaire. Oui, c'était pas un cheval, c'était un... Je sais pas comment il l'appelait. Les gens qui ont des troubles cognitifs, qui pleurent, qui sont en dépression, mais qui arrivent ici, puis qui sourient, puis qui rient, de voir des images, de voir « Ah, j'ai eu ça, moi, chez nous. » Fait que là, ils oublient qu'ils ont 85 ans, puis ils retournent dans leur enfance. Fait que ça, là, ça vaut beaucoup. Là. Il y a une dynamique qui est propre aux institutions culturelles. La seconde forme, elle s'inscrit à l'extérieur des institutions culturelles. Elle met en jeu des artistes engagés, les pouvoirs publics locaux et des populations souvent marginalisées pour qu'à travers un processus de créativité collective, ces personnes apprennent à avoir plus d'autonomie, plus de capacité à se diriger dans la vie parce qu'il est connu et admis maintenant qu'à travers notre rencontre avec la culture et les arts, on développe une série de qualités partant de la sensibilité vis-à-vis des œuvres, de la subjectivité dans l'affirmation de ses goûts, du sens critique, éventuellement de la participation. Je veux non seulement que ce soit accessible, mais je veux aussi pouvoir en faire. Et ce domaine-là de la démocratie, c'est de pouvoir prendre la plume, c'est de pouvoir prendre la parole, c'est de pouvoir composer, c'est de pouvoir faire une œuvre qui sera affichée, qui sera vue peut-être juste entre voisins. C'est pas important. La médiation culturelle, c'est un carrefour entre l'expression de la citoyenneté, l'ouverture sur le monde, la beauté, s'intéresser à ce qu'on peut faire comme œuvre, autant des artistes que comme nous, citoyens aussi, à quoi on peut contribuer dans l'avancement de la culture.
Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Richard Bouchard, je suis directeur général de l'ENAM. Pour ceux qui ne le savent pas, nous, on utilise les arts pour permettre à des gens de vivre un rétablissement. La marionnette, elle est forte et puissante même parce que c'est un médium de synthèse. Ça signifie que la marionnette fait appel à tous les arts. Et puis, quelque part, bien, la marionnette, c'est quand même un outil qui nous permet de dire des choses qu'on n'oserait pas dire nous-mêmes. Il faut seulement d'évacuer, mais aussi de dire des choses, aborder l'humour, aborder l'autre aussi. On va laisser rentrer les étudiants. Là, quand tu prépares un spectacle, on doit appréhender l'avenir d'une façon positive. On va vers la rencontre d'un public. Alors donc, on habitue les gens à dire « ça va bien se passer ». Pourrais-tu voir si tu es capable de le faire la semaine d'après? Plus ces personnes-là ont des indications, plus elles vont évoluer dans un milieu structurant, stable, qui va leur permettre justement de développer chez eux, de faire un transfert en même temps et d'appréhender l'avenir ou les choses de façon positive plutôt que de broyer du noir ou de penser que ça ne marchera pas, etc., etc. Ce qui est convenu avec la médiation culturelle, c'est qu'à travers les démarches de créativité, les individus, les groupes, les collectivités peuvent apporter des solutions originales aux problèmes qu'ils rencontrent. C'est donc un outil qui est convenu maintenant de généraliser à l'ensemble des populations, pas nécessairement pour en faire des acteurs de la scène, des acteurs de la création culturelle, mais des acteurs de leur propre vie, en les dotant justement des outils nécessaires pour réaliser les problèmes auxquels ils se confrontent et apporter les solutions adéquates. À cette époque-là, tout le monde était en noir et blanc. J'étais très timide et très gêné. Je parlais presque pas au monde. Et puis après 3 ans, là, c'est parce que j'ai de la parlotte, pas à peu près. J'ai plus d'expression aussi. Je prends ma place. Tout était plus vite. Ça m'apporte à prendre plus confiance en moi et être plus ouvert aux autres aussi, à comprendre d'autres personnes aussi. On partage comme un conte de fées. On m'a choisi pour être une vedette. Bien, c'est sûr que l'ENAM, selon moi, c'est carrément un milieu de vie. Justement, il y a des participants qui disent qu'ils viennent travailler même à l'ENAM. Alors, c'est vrai qu'ils ont une petite rétribution reliée au projet d'Emploi Québec, mais le fait de se lever le matin, de s'habiller, de venir ici, d'avoir des activités, d'être encadré, de venir retrouver des gens avec qui on aime être, bien, c'est ça, un milieu de vie. Hein? En plus, c'est un lieu, justement, qui fait appel à leur expérience de vie. Donc, vous savez que c'est des personnes qui ont soit eu des problèmes de santé mentale ou qui ont des déficits importants ou des déficiences. Alors, ces personnes-là ne sont pas vues sous cet angle-là en venant ici. Ils sont plutôt vues comme porteurs, porteuses d'expériences de vie. Et comment ces expériences de vie-là sont mises en mobilisation dans le processus de création. On va avoir ta chambre la schizophrénie. La schizophrénie. Quand j'ai commencé, moi, à faire du théâtre, c'était plus mon objectif, plus l'aspect artistique qui m'intéressait là-dedans. J'ai toujours eu une sensibilité pour le social puis l'approche en éducation. Et je me suis impliqué de plus en plus afin de mieux comprendre ce qu'on pouvait faire avec ça, les arts. Tout de suite, j'ai été inspiré. Après, j'ai eu des doutes. Je me disais, quel est le rôle du marionnettiste? Et après, quand j'ai compris que vraiment, notre rôle était de comprendre jusqu'où l'art pouvait nous mener dans ce développement-là de la personne, puis dans la stimulation des personnes souffrant de maladies. En réalité, on a l'impression que l'art, c'est du luxe. C'est un luxe qu'on peut se payer ou pas. Et là, on est en train de se dire, bien, regarde, c'est plus que du luxe, c'est utile, c'est nécessaire en éducation. C'est important de travailler avec ce médium-là et de comprendre ce qu'on peut faire de mieux pour notre population, plutôt que de rien faire ou de penser que seule la médication peut régler des problèmes. On est dans ton imagination! Au Québec, on a une pratique d'action culturelle, d'action communautaire, ancrée dans les milieux, souvent dans du développement local, souvent en marge du politique, de l'économique, et des pratiques très diversifiées partout en région, en milieu urbain.
sans qu'il y ait nécessairement l'apparition d'un terme particulier pour caractériser les animateurs, animatrices dans le domaine de la culture. On a eu l'idée au départ de créer l'ENAM pour répondre à un besoin. Un besoin parce qu'on trouvait ça intéressant, justement, l'approche de l'art-thérapie par la marionnette. Et on s'est dit, bien, il y a des associations, mais il n'y a pas d'école existante. C'est sûr qu'au niveau de la santé mentale, il y a eu quand même un peu d'action, c'est-à-dire d'intégrer les personnes. Il y a eu la partie des institutionnalisations où on a dit, bon, bien, les clients, on va les sortir des hôpitaux puis on va leur offrir des services. Mais là, par rapport à offrir des services, quand ça n'existe pas, c'est plus difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de clients qui se sont retrouvés le bec à l'eau. Par contre, nous, à l'ENAM, on existait. Ça fait que donc, on a passé à travers toutes ces crises-là, ou ces changements-là, mais on existait, donc on pouvait quand même offrir le service à une clientèle qui était à l'extérieur. Une des parties originales de notre activité, c'est le fait de pouvoir associer justement notre travail au monde de l'éducation et du travail. Autrement dit, les participants qui souffrent d'une maladie ne sont pas associés à l'hôpital. Dès lors qu'on entre dans le champ socio-artistique de la médiation culturelle, effectivement, on entre dans un carrefour d'intervention et d'intervenants. Pourquoi? Parce que ces rendez-vous-là sont destinés à des populations qui vivent des problématiques spécifiques. Alors, l'exclusion, la marginalisation, l'inadéquation, par exemple, au marché du travail, peut amener certaines institutions ou certains groupes sociaux à souhaiter un travail culturel qui va donner plus d'autonomie aux personnes et qui va les inscrire dans une dynamique de prise en charge qui va les aider tout au long de leur vie. La thématique, c'est les habits de confiance. De conscience. De conscience, excuse-moi. Conscience, non pas. Nous avons rencontré des difficultés tout au long de notre évolution. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'on arrive avec un médium, on touche culture, santé, éducation, travail. Qui va financer ça? Alors, nous, on a toujours un concept, c'est un concept de partenariat et de partage pour dire l'aspect de la santé est couvert par la santé, l'aspect de l'éducation par l'éducation, l'aspect du travail par le travail et l'aspect culturel par la culture. Sauf que quand on allait voir les ministères, on a divisé tout ça. Hein? Quand on est face à une personne, on a tous ensemble. Mais quand on est face à la société, on a la culture, la santé, l'éducation, le travail complètement séparés. Mais on ne serait pas capable de réaliser ce service-là si on n'avait pas le mariage des quatre. Je pense qu'il y a un travail de sensibilisation à faire pour faire comprendre comment cette pratique-là à l'interne travaille justement des questions reliées à la santé, des questions sociales, des questions d'intégration, de mieux-être. Alors, est-ce qu'on peut reconnaître cette pratique-là et donner dans le champ de la santé et services sociaux? C'est sûr que c'est curieux parce que je sais que Richard l'a déjà dit plusieurs fois, on est dans une organisation qui travaille beaucoup la création, l'art et la médiation culturelle, bien sûr. Puis, en même temps, je pense que c'est là où il y a le moins de contributions financières. Donc, ça veut dire que les politiques aussi culturelles reconnaissent peu, peut-être, l'envers aussi du décor de ce qui compose l'ENAM. Donc, il faut que les politiques aussi qui encadrent ça aient une très grande flexibilité. On remarque là que c'est une catégorie d'acteurs sociaux qui sont peu normalement connus dans le milieu de la culture, parce que pourquoi est-ce qu'on évoquerait le ministère de l'Emploi ou du Travail? Pourquoi est-ce qu'on évoquerait le ministère de la Santé? Or, ce qu'on constate, c'est que même dans les milieux de la santé, dans le milieu du travail, dans le milieu scolaire, on remarque l'apport de la médiation culturelle et on conçoit maintenant qu'il est possible d'y engager des ressources collectives, des fonds publics, parce que, effectivement, les preuves sont maintenant faites que ce travail-là peut être plus bénéfique qu'un travail plus quotidien d'accompagnement des gens dans leur demande d'emploi, etc. 3h15 avec ça, là. On a beaucoup de partenaires qui collaborent évidemment à nos différentes activités. Alors, même si nous aussi, la question du financement est aussi un problème, on a quand même des outils, des espaces, et dans la mesure du possible, on essaie de faire ensemble, parce que
parce que chacun dans son petit coin, quand on est plusieurs à travailler à un même projet ou à donner notre petit coup de pouce, bien, c'est sûr que ça a plus d'impact. On a ouvert des portes qui ne se refermeront jamais parce qu'on est allé vers des publics, on s'est adressé à eux, on a établi un dialogue, un échange. Et ça, il y a quelque chose qui est ouvert, il faut que ça se nourrisse et que ça va se poursuivre. À quoi ça va ressembler, je ne le sais pas. Puis je dirais que c'est heureux qu'on ne sache pas, parce qu'il y a tellement de possibles. C'est tellement stimulant. Mais c'est certain qu'on ne peut pas revenir en arrière. Il y a vraiment, au fil des années, une présence des visiteurs qui s'est installée pour du théâtre. Ce sera des spectateurs, bon, peu importe où on est, mais c'est installé. Et ça va continuer. Ça ne peut que se déployer, grandir. Je ne sais pas où ça va aller, mais on ne peut pas refermer la porte.